les journaux de dernière nouvelle, le Nouvel Alsacien et l'Alsace du Lorrain, ils sont là, et puis moi je lis le fameux communiqué qui est dans le livre, et les mecs ils sont là vraiment, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'on dit qu'on va dissoudre l'Argès, hein, que tout ça c'est fini, maintenant, allez, basta, à la poubelle de l'histoire. Et bon, ensuite, Kayati, Joubert explique des choses, mais les types, ils sont toujours là, avec la gueule qui leur prend et tout. Et ensuite, ils vont écrire des articles qui vont semer vraiment le trouble dans les campagnes alsaciennes, pour commencer. Puis, ça sera le monde lui-même qui s'y mettra, et puis toute la presse va s'y mettre. Des journalistes italiens vont venir, même il y a eu la télévision, mais là, j'étais pas là, la RAI et tout. Ben là, le scandale se propage. Et alors, Debord est très content. Il nous rend une visite à Strasbourg. Et alors, cette visite est très curieuse. On était dans le bureau, on savait qu'il allait y arriver, que Théophret était à côté, était dans une pièce, et tout à coup, un bonhomme entre. C'est Debord, bon, n'est-ce pas? Et il salue personne, et il se précipite vers Théophret, il ferme la porte. Et alors, je dis, putain, il lui fait chier celui-là, hein, de quoi? Il vient chez moi, je dirais, je suis le président. Ensuite, il sort tout souriant, me serrant la main, bravo, bravo, bravo. Moi, j'étais abasourdi par, comment dire, l'entre-gens, par espèce de truc. Après, on va boire un coup, on rigole et tout, puis après, il part, et puis voilà. Donc ça, c'était, et qu'est-ce qu'il voulait faire, entre autres? Il voulait mettre une grande banderole. Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est une confidence qu'avait faite Garneau. C'est-à-dire que l'idée de Debord, est-ce que bon, en fait, je ne sais pas si ce qu'André a raconté le fait percevoir, mais en fait, il y a, en tout cas, toute la correspondance de Debord, qui est publiée depuis les années, enfin 2000-2005, montre à quel point Debord manipulait tout ça dans le mépris le plus total de ses étudiants, donc qui étaient à la manœuvre. Et l'idée de Debord, c'était de prendre en photo les quatre situationnistes avec lui peut-être au milieu, et sur le balcon de l'Algès, avec une banderole où aurait été marqué étudiant encore un effort si vous voulez cesser de l'être. Mais tout ça étant le fait des situationnistes, mais pas des autres, des étudiants, enfin, c'est-à-dire de nous, de l'AFGES. Et donc tout ça, ça n'a pas eu lieu parce que finalement ils n'étaient pas d'accord. Les autres, enfin les autres, c'est les quatre situationnistes locaux, enfin commençaient d'une certaine manière à être en conflit avec Mustapha Kayati pour différentes raisons qui sont toujours encore bon, obscures, pas tout à fait, mais un peu obscures quand même. C'était des ressentiments personnels, mais c'était surtout une espèce de jalousie, parce qu'au centre de tout scandale, il y avait Kayati, et les 3 ou 4 autres, ils n'étaient rien là-dedans. Et ils étaient même, au départ, tout à fait hostiles vis-à-vis de ce scandale, vis-à-vis de cette collaboration avec les étudiants, avec notre groupe. Et donc, il y avait un ressentiment et une hostilité qui commençaient dès le mois de novembre, dès le mois de décembre, à se manifester entre, d'une part, les situationnistes, enfin les camarades de Kayati, et Kayati lui-même. Et ça aboutit à la scission au mois de janvier entre Garneau, les deux Frey et un autre, Herbertol, qui était un autre de leurs camarades, mais qui n'était pas tellement à Strasbourg, mais plutôt à Paris. Et donc, ils accusent Kayati pour le faire exclure, et finalement, comme tout ça, ça apparaît comme une trouble manœuvre, ils sont eux-mêmes, enfin c'est eux qui sont exclus.
Et donc tout ça, c'est une sombre histoire. On peut dire que ce scandale, il permet aux situationnistes de se faire connaître, et en même temps, par la manière dont il a été mené, à travers Debord, qui donne des directives, qui s'impose comme celui-là qui dirige tout ça, au-delà de ces préceptes ou de ces mots d'ordre de démocratie, de cette idéologie d'une démocratie où tout le monde est égal dans cette organisation, ce qui mène à cette scission, c'est finalement une sale ambiance, un sale climat, que la pratique du scandale, la manière dont tout ça a été mené depuis Paris à Strasbourg, avec des exécutants qui étaient supervisés depuis Paris, aboutit à cet éclatement des situationnistes en janvier 67. Et donc, bon, ça c'est une chose, mais l'autre chose, c'est la manière dont finalement ce scandale suit son chemin, la manière dont la presse et ensuite les étudiants qui ne sont pas d'accord du tout avec tout ce qui se passe vont réagir. Et ils vont réagir judiciairement en essayant d'avaliser l'élection de ce bureau et grâce à un avocat qui est l'avocat de l'AFGES depuis très longtemps, qu'il n'est plus à partir de 1955, je crois, il n'est plus, mais c'est un ancien qui lui-même a été à l'origine de la création de l'AFGES. Donc c'est maître Baumann, avocat à Strasbourg, extrêmement célèbre comme avocat et aussi comme poète, puisqu'il faisait des vers jusqu'à la fin de sa vie, tous les jours au moins un poème. Et donc il est devenu multiprimé, il a eu toutes sortes de prix, l'Académie française, le Kouglof d'or, enfin, bon, enfin toutes sortes de choses qui sont tout à fait incroyables. C'est sans doute un des poètes les plus primés de France. Et donc il était, lui, entré dans une hostilité totale, et c'est lui qui va arriver à ce succès extraordinaire qui va consister à montrer que les statuts de l'AFGES sur lesquels ce bureau a été élu, ces statuts de l'AFGES qui auraient dû être déposés en 1955, époque à laquelle lui il est parti d'ailleurs, eh ben, ils n'ont jamais été déposés. Donc juridiquement, l'élection de ce bureau est nulle et non avenue. Et alors, donc, c'est là-dessus que va se monter toute la plaidoirie de Baumann, qui va être entérinée même par les avocats qui devaient nous défendre, nous. Il y en a un, c'est maître Ostermann, non, Ostertag, qui était l'avocat des protestants, des étudiants en théologie protestante. Il va, lors de sa première plaidoirie, suggérer que ces statuts, ils ont peut-être été volés, et que c'est peut-être même Baumann lui-même qui les aurait fait disparaître. Mais lors de la session suivante, il ne dit plus rien comme ça. C'est fini. Et donc, il y a là une espèce de procès qui se poursuit dans une accusation qui est complètement invraisemblable. Pourquoi elle est invraisemblable? Parce que, donc, on est en 1966, pendant 10 ans, différentes amicales, différents bureaux de l'UNEF se sont succédés. Certains d'entre eux, en 1959 ou 60, ont déposé des amendements à ces statuts qui ont été actés par les préfets de l'époque. Et là, maintenant, on trouve que
ce bureau, il est illégal parce que les statuts n'auraient pas été déposés. Mais aucun des avocats qui nous défendaient ne va jusque-là pour contester tout ça. Et tout se passe comme si l'affaire était entendue, que ce bureau, il fallait le faire disparaître, empêcher qu'il ait un pouvoir quelconque, et le condamner aux dépens. Et donc de procès en procès, d'appel en appel, le bureau il va être effectivement condamné. Ces 5 membres vont être condamnés aux dépens, c'est-à-dire payer le trou laissé dans le budget de l'AFGES et payer le procès. Donc ça se montait à je ne sais pas combien de millions d'euros. On ne sait pas exactement. Et c'est finalement mai 68 qui va, donc c'est en avril 68 que le jugement définitif tombe, mais comme il y a mai 68 qui passe par là, plus personne ne va parler de cette histoire. Et donc cette accusation, le procès, tout ça, se termine grâce à mai 68 par un non-lieu. Merci. Et donc, voilà. Mais ce procès, il est quand même ridicule et complètement ahurissant. De mauvaise foi, il y a beaucoup à dire sur ce procès. Parce que, non pas sur le procès, sur le fondement, sur ce sur quoi ils se sont appuyés. L'AFGES avait des statuts depuis 1934 qui sont restés toujours les mêmes et qui, entre autres, en dernier article, la liquidation était envisagée. C'est-à-dire que les biens auraient été, non pas simplement parce qu'ils pensaient que nous, on allait se mettre tout dans la poche, on allait vendre la camionnette et tout, alors qu'il n'y avait pas de camionnette, la galère, etc. Donc tout ça était prévu. Mais ce qui s'est passé, c'est que, en 1900, ce qui s'est passé, il y a eu un coup de théâtre, ces statuts n'existaient pas, et tout à coup, je retrouve, je ne sais plus comment, quelqu'un a dû l'envoyer, les fameux statuts de 1955, qui avait changé la nature de l'AFGES, parce que l'AFGES jusqu'à présent était simplement une affaire corporatiste. Or, l'AFGES telle qu'elle était, comme nous on l'a prise, elle était affiliée à Paris, à l'AFGES nationale. Vous voyez, à l'AFGES nationale. Et donc, justement, la façon, comment dire, oui, parce que dans les statuts précédents, il était interdit à l'AFGES d'avoir des opinions politiques ou des opinions religieuses. Donc c'est ça qui faisait aussi que, de toute façon, elle était condamnable. Mais dans celle de 1955, l'AFGES était passé des majos, c'est-à-dire de la droite, etc., aux minots, qui ont été, eux, fait changer les statuts en mettant la fameuse déclaration de Grenoble, dans laquelle ils affirmaient en 1948, que l'étudiant était un travailleur comme un autre et qu'il avait donc de manifester et de faire un certain nombre de démarches. Et qu'il avait des droits politiques. Qu'il avait des droits politiques. Et ça s'est passé dans les années de la guerre d'Algérie, où le pouvoir est passé de ces fameux majos qui étaient apolitiques, et tout, qui étaient apolitiques, et est passé ce qu'on appelait les minots à l'UNEF, qui étaient eux politiques. Et donc, ce sont ces statuts. Mais alors, pourquoi les fameux statuts de 1955 ont-ils disparu? Pourquoi sont-ils revenus? Pourquoi est-ce qu'on les a retrouvés tout à coup par hasard? Quelqu'un les avait envoyés. Gros mystère. Pourtant, il semble qu'on a pu éventuellement, mais attention, ça risque de faire peut-être diffamation, de connaître, en regardant les statuts, celui qui était chargé de les amener, parce qu'il y avait dans le bureau, il y avait quelqu'un qui était chargé des relations juridiques, et qui était le secrétaire général, et justement là, il y a des secrétaires généraux qui sont assez curieux. Donc semble-t-il, quelque part, il y a une magouille avec Baumann lui-même pour ne pas déposer ces fameux statuts. Et pourtant, après, tous les autres bureaux, les bureaux minoritaires, c'est-à-dire l'AFGES politique, qui faisait de la politique, ont passé le préfet, chaque fois on lui envoyait les statuts, il signait, c'est bon tout ça pour moi. Vous ne pensez pas que ça peut être aussi tout simplement de la négligence, le fait que ces statuts... Ah non, je ne pense pas que c'est de la négligence. Non. Aujourd'hui, ma conviction est faite, c'est pas de la négligence du tout.
C'est-à-dire les gens qui auraient dû les déposer, bon, ils sont devenus... Ils sont devenus des gens extrêmement haut placés, par exemple dans la hiérarchie policière.